Bonsoir à tous, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, c'est votre émission d'actu culture et société. C'est tous les mardis 19h-21h sur Move. C'est la saison 2, on est de retour pour évoquer tous les sujets du monde qui nous entoure. Ça n'a pas changé, je m'appelle toujours So Spencer et comme toujours je suis avec ma team, Florence et Leïla. Hello. Ça va, c'est quoi l'humeur du jour les filles ? Beau temps, comme d'hab, j'ai envie de dire. Tout va bien et toi ? Il faut que je dise à nos auditeurs qu'aujourd'hui on s'est habillé pareil sans le savoir. C'est un truc de ouf, comment on est connectés. On est en triplets. Et contrairement à nos haters, c'est vrai. On n'a vraiment pas fait exprès. On ne s'est absolument pas concerté. Vraiment, c'est le fruit du hasard. Alors, voilà. La Pluie et le Beau Temps est de retour cette année pour vous proposer de l'actu chaude, de la nostalgie, des conseils ou encore des recos. C'est parti pour passer 2 heures ensemble. Vous pouvez nous écouter, mais aussi nous regarder et regarder nos tenues en direct sur move.fr. Pour commencer cette émission, on a choisi de revenir sur un procès qui a débuté le 2 septembre dernier et qui se terminera pas plus tard que le 20 décembre prochain. Ce procès est historique de par les faits et les protagonistes. Je vous parle bien sûr des procès des viols de Mazan ou comment Dominique Pellicot, entre autres, ce retraité de 71 ans, est jugé pour avoir usé de la soumission chimique. Et en fait, il usait de ça pour livrer sa femme inconsciente à des hommes, des inconnus qu'il recrutait sur Internet pendant près de 10 ans. Pour vous expliquer le fonctionnement diabolique, l'accusé recrutait des inconnus sur le site coco.gg et une fois arrivé au domicile du couple, les hommes ne devaient ni réveiller la victime, ni porter de parfum ou d'odeur de cigarette et ils devaient se réchauffer les mains en les passant sur un radiateur et pendant tout ce temps, la victime était droguée au somnifère et n'avait aucune conscience que des viols que son mari filmait. Du coup, depuis 2011, Gisèle Pellicot aurait subi près de 90 viols à son insu. Ouais, et le plus horrible aussi, c'est la manière dont elle l'a découvert, j'ai l'impression. Bah oui, parce qu'en fait, l'horreur, elle commence véritablement en septembre 2020 par hasard. Parce qu'en fait, le mari, Dominique Pellicot, est interpellé après avoir filmé sous les jupes de 3 femmes dans un centre commercial de Carpentras. Il faut savoir que déjà en 2010, il avait été arrêté pour des faits similaires. À ce moment-là, sa femme ne le savait pas. Et à l'époque, il avait simplement écopé d'une amende de 100 €. Donc déjà, super la justice. Et c'est seulement 10 ans plus tard, après cette arrestation, que la police va fouiller ses effets personnels. Et là, la police découvre près de 4000 photos et vidéos sur ses ordinateurs, ses clés USB ou encore ses disques durs. Du coup, il trouve des images des viols qu'elle a subis en presque 10 ans. D'abord en région parisienne, mais surtout à Mazan, dans le Vaucluse, où ils avaient emménagé en mars 2013. Ouais, et c'est aujourd'hui que c'est rendu public, en fait. Que aujourd'hui. Effectivement. En fait, son visage est connu, puisque depuis le début du procès, le 2 septembre dernier, à Avignon, la victime, qui s'appelle Gisèle Pellicot, a refusé le huis clos auquel elle avait droit. Donc c'est un geste de bravoure absolu, puisque je précise que depuis la découverte de l'affaire en 2020, elle était restée dans l'ombre. Et en fait, c'était sa fille, Caroline Darian, qui l'a rendu public à travers un livre intitulé « Et j'ai cessé de t'appeler papa », mais aussi dans une série d'interviews dans lesquelles elle raconte le calvaire de sa mère. On parle de plus d'une 50aine d'auteurs, mais on sait qu'ils ont été à peu près 73 à œuvrer, 2011 jusqu'à 2020. Tout était organisé au millimètre près. Leur mode de communication passait essentiellement par un site de rencontre. Ça va du jeune de 22 ans jusqu'au grand-père de 71 ans. Ce sont des entrepreneurs, des salariés. J'ai presque envie de dire que ce sont des gens que vous inviteriez bien volontiers à table sans avoir le moindre soupçon, comme l'était mon père. Ça fait froid dans le dos. Du coup, Florence, au total, 51 hommes ont été identifiés pour comparaître aux côtés de Dominique Pellicot. Donc ces violeurs, ils sont tous issus de milieux différents, mais le plus fou, c'est que personne ne les aurait soupçonnés. Bah ouais, c'est un constat qui permet en fait d'en finir avec la théorie du monstre. Vous savez, qui voudrait qu'un violeur soit un marginal qui agresse dans une ruelle sombre en pleine nuit. Bah non. Les professionnels et celles qui l'ont vécu le disaient déjà, le violeur, c'est tout le monde en fait. C'est dur à accepter, mais c'est nos pères, nos frères, nos amants, nos potes. Et dans le cadre du procès Mazan, ils sont pompiers, ils sont infirmiers, journalistes, au chômage, retraités, etc. Ils ont entre 26 et 74 ans. Les 3/4 sont pères de famille, d'autres en procédure d'adoption ou avec une partenaire enceinte. Bref, c'est des profils complètement banals, aucunement fous, et même des types décrits comme bienveillants et humains par leurs proches, et finalement avec comme seul point commun la domination masculine. Et en réponse, il y a aussi pas mal d'hommes qui, pour se dissocier d'eux, disent « not all men », la fameuse expression. Pour eux, en fait, c'est misandre de mettre tous les hommes dans le même panier. Mais personnellement, ça me révolte. La misogynie, ça tue, d'accord ? Là, en fait, la misandrie, c'est partir du principe que rencontrer un homme, c'est rencontrer un potentiel agresseur. Et même si, oui, tous les hommes ne sont pas des violeurs, les violeurs ne sont presque que des hommes, et ça peut être n'importe lequel. Donc si on estime qu'avoir peur des requins, c'est rationnel, alors qu'en fait, on a une chance sur plus de 3 millions de se faire attaquer, on peut comprendre que les femmes restent prudentes face aux hommes quand on a une chance sur 7 d'être agressées sexuellement. Et tu vois, ça me fait penser à la théorie de
de l'ours. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est une théorie qui montre que les femmes, elles préfèrent se retrouver seules en forêt avec un grizzly plutôt qu'avec un homme. C'est dingue. Et je me suis posé la question, et moi aussi, je pense que je préfère être avec un ours. Vous pensez pas? Bah, bien sûr, l'ours, il va me manger, il va me tuer et on va en finir. Et il va pas faire exprès, enfin, c'est dans sa nature, quoi. Voilà, et puis l'homme, je sais pas ce qu'il va me faire. Donc, qui me dit qu'il va pas me torturer, me violer. C'est ça. Et puis te tuer après, comme l'ours finalement. Autant qu'on aille droit au but. J'avais jamais réfléchi, tu vois, jusqu'à ce que j'en parle avec un homme. Et c'est lui et c'était il y a 2 semaines. Il m'a dit, j'ai entendu un truc de fou et tout. Apparemment, il y a des femmes qui préféraient être avec un ours. Le gars était choqué. Moi, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qui te choque? Mais tu sais que surtout, pendant que je préparais, j'ai vu qu'il y avait une trend TikTok qui demandait si tout était légal pendant 5 heures, qu'est-ce que vous feriez? Et en fait, dans les commentaires, et c'est hallucinant, t'as presque tous les hommes qui disent viol. Enfin, quoi? Ouais. Ou c'est que des descriptions d'agression sexuelle ou de viol, tu vois. C'est un délire. Et donc là, tu te dis, ok, je préfère être avec un ours alors. Effectivement. En tout cas, si ça c'est de la misandrie, ok. En tout cas, la misandrie, ça n'a jamais tué personne. Ça fait juste y aller les hommes, les larmes de mec, quoi, comme on dit. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que les vrais alliés ne crient pas not all men. Non, ils réagissent quand ils voient des comportements dangereux. Il y en a. Et ça me permet de faire le pont parce que la drogue est au cœur de cette histoire, au cœur de ce procès. Et là, tu peux expliquer du coup à nos auditeurs ce qu'est la soumission chimique. Alors, en gros, soumettre chimiquement quelqu'un, c'est droguer cette personne sans son consentement et dans le but de commettre un crime ou un délit. Et depuis MeToo, donc en 2017, il y a une vraie augmentation des témoignages à ce sujet-là. Et parmi les victimes, on remarque que plus de 80% sont des femmes. Et en termes d'âge, ça va de 9 mois à 90 ans. Ouais, 9 mois. Et 90 ans. Mais c'est horrible. Ouais, atroce. Et pour les agresseurs, c'est en majorité des hommes, souvent connus de leurs victimes. Waouh. Du coup, on fait quoi si on a l'impression, ou bien même qu'on découvre qu'on a été chimiquement soumis? Alors, déjà, on va porter plainte et rapidement, parce que plus on le fait tôt, et mieux c'est pour les preuves, parce qu'on oriente les victimes vers une unité médico-judiciaire qui fera des tests de sang, d'urine, qui va rechercher des lésions et de l'ADN étranger. Ok. Du coup, tu vois, dans l'affaire des viols de Mazan, Dominique Pellicot, il droguait sa femme avec des somnifères et des anxiolytiques. Alors, comment on évite que des médicaments prescrits sur ordonnance, normalement, soient détournés? Alors, déjà, il y a plusieurs solutions, comme pour certains médicaments très puissants, qui sont prescrits donc, par une ordonnance sécurisée, qui permet de contrôler la durée de prescription. Et ensuite, il y a des procédés pour rendre le médicament détectable, comme du colorant, un goût ou une odeur forte, pour éviter l'utilisation par un agresseur. Après, ça reste juste un moyen de réduire les risques. Mais pour lutter contre la soumission chimique, je pense qu'il faut mettre des choses en place de manière plus globale. Et surtout, former les policiers, les soignants, les pharmaciens, les magistrats pour qu'ils écoutent et orientent mieux, parce qu'il y a des victimes qui vont même pas s'identifier comme telles. Donc on perd du temps et ça peut amener à des situations d'errance médicale, comme Gisèle Pellicot, elle a été victime. Et moi ça me fait penser aussi à dans le cadre de soirées. Ouais. On en parlait tout à l'heure en off, mais il y a tellement de mecs qui se rendent même pas compte que parfois ils vont vers des meufs pour les gérer, pour les pécho, et qu'en fait elles sont complètement arrachées. Et moi, je trouve que ça rentre aussi en compte, tu vois, ce truc-là de faire attention à qui tu parles et dans quel état cette personne est quand tu lui parles. Ouais. Bon, dans tous les cas, il faut continuer de sensibiliser le plus grand nombre en parlant aussi du consentement sous substance. En tout cas, là, dans cette affaire, on a des preuves. Et pourtant, souvent, même avec des preuves, et ça a pleuré, il y a toujours des hommes qui réagissent pour douter de la parole d'une victime plutôt que pour la croire et lui montrer son soutien. Dans cette affaire, ce qui est lunaire aussi, c'est en fait d'être face à des accusés qui nient, qui sont persuadés eux-mêmes d'être des types bien et qui se trouvent des excuses. Donc il y en a certains qui disent que c'était un traquenard, d'autres qui n'ont même pas compris ce qu'ils faisaient, ou encore pire, d'autres qui insultent la victime en insinuant qu'ils sont aussi victimes qu'elle. Mais oui, mais attends, mais ça date d'hier, parce que hier c'était la 2e semaine du procès, et les avocats chargés de défendre ces hommes ont fait savoir qu'ils allaient porter plainte pour, je cite, diffusion d'informations personnelles suivies de menaces envers leurs clients. Vous savez, c'est par rapport à tout ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, parce que on a leur visage, on a leur nom, etc. Donc ils vont porter plainte, ils sont victimes apparemment. Et puis au-delà de ça, il y a aussi ceux qui sont restés dans le silence. Non mais totalement. Dominique Pellicot disait en gros que 3 hommes sur 10 refusaient de participer à ces horreurs. En fait, ça reste 3 hommes sur 10 qui n'ont pas dénoncé ces horreurs. Clairement. Et tout ça, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la culture du viol. Du coup, c'est se décharger de ses responsabilités, c'est entretenir ce qu'on appelle le boys club et tout le reste. Et finalement, tout a changé depuis MeToo, sauf les hommes. Alors que pour que les choses avancent, nous, on a besoin que les hommes aussi se montrent
solidaires, qu'ils admettent leurs privilèges, qu'ils acceptent de les réduire, puis qu'ils nous aident, à commencer par ce samedi. Du coup, il va y avoir plusieurs rassemblements à travers toute la France en soutien à Gisèle Pelicot et aussi à toutes les victimes de viol, sachant qu'elles sont nombreuses. Il y a un viol commis toutes les 6 minutes, donc plus d'un depuis le début de l'émission par exemple, ce qui est glaçant. Et dans 91% des cas, on le rappelle, les victimes connaissent leur agresseur. Et d'ailleurs, dans cette affaire, les accusés affirment qu'ils pensaient que Gisèle Pelicot était consentante justement parce qu'ils avaient l'accord de son mari. Ouais, comme si c'était le garant du consentement de sa femme. Donc je rappelle que non, et je rappelle aussi qu'un mari doit avoir le consentement de sa femme pour avoir un rapport avec elle. C'est pas parce qu'on est marié que la personne nous appartient. Je le rappelle parce que c'est dans le lit conjugal que se produisent la majorité des viols, mais quand le conjoint est l'agresseur, c'est encore plus tabou. Ouais, une victime, en France, une victime connaît son agresseur 1 fois sur 10, et dans ce cas, en fait, 1 fois sur 2, le violeur est le conjoint ou bien un ex-conjoint. Ouais, et selon du coup une étude Ipsos de 2022, 33% des Français ont déjà eu un rapport sexuel. Des Françaises ont déjà eu un rapport sexuel alors qu'elles n'en avaient pas envie, suite à l'insistance de leur mec ou de leur mari. Et ça montre aussi que la notion de consentement dans le couple, elle est pas c'est pas toujours une évidence. Et les tribunaux, ils ont beaucoup de mal à juger ce qui se passe dans l'intimité. Et c'est souvent la parole de la victime contre celle de son mari, souvent sans témoin et sans preuve. Ouais, et tout ça, c'est à cause du mythe du devoir conjugal qui a été greffé à l'obligation de communauté de vie des époux par la jurisprudence et qui est encore utilisé comme argument dans le divorce. Et tout ça pour vous dire que le lieu où les femmes sont le plus vulnérables, où elles se font le plus violer, frapper, assassiner, c'est chez elles, et que l'homme le plus dangereux pour une femme, peut-être son mari. Ouais, et ce dont tu parles en fait, Leïla, malheureusement c'est un fléau que beaucoup de femmes ont déjà connu. Alors pour les soutenir, il y a des associations d'aide aux victimes de violences sexuelles ou sexistes. Elles sont soutenues par l'État et elles existent sur l'ensemble du territoire en France. Donc vous pouvez les trouver sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Alors je le dis, que vous soyez témoin, proche ou victime, surtout n'hésitez pas à vous diriger vers ces associations. 19h13, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, et c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. Dans le prochain son que tu as choisi, Leïla, justement, l'interprète, il chante les violences sexuelles qu'elle a subies en s'adressant directement à son agresseur. On revient ce soir sur l'effroyable procès des viols de Mazan, où Dominique Pelicot, 71 ans, est jugé pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme par des dizaines et des dizaines d'inconnus recrutés sur Internet pendant plus de 10 ans. Ce procès, qui prendra fin en décembre prochain, est déjà qualifié d'historique puisque le monde est actuellement en train de le suivre, et parce que aussi à la demande de la victime, ce procès est public et médiatisé. Et d'ailleurs, pour la première fois, le 5 septembre dernier, Gisèle Pelicot a pris la parole à la barre face à son ex-mari et ses bourreaux. Je pense avoir dit tout ce que je pouvais dire. C'est pas évident, bien évidemment. C'est un exercice de style qui n'est pas facile. Et puis il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Et je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger, bien évidemment. Donc j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer 4 mois. Voilà. Alors Florence, on peut dire que l'expression « la honte change de camp » prend vraiment tout son sens dans cette affaire. Ouais, parce qu'en fait, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est grâce au fait que les débats soient publics, et c'est grâce au refus de huis clos de Gisèle Pelicot. En faisant ça, en fait, elle a exigé qu'on regarde, qu'on écoute son histoire, et surtout que la honte change de camp. Donc c'est une expression qu'on entend souvent et qui est hyper importante, parce qu'en fait, trop souvent, c'est les victimes qui ont honte. Faut savoir que quand on est victime, en fait, on intègre des clichés qui nous culpabilisent et qui nous poussent à nous taire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on entend beaucoup dire qu'elle est digne, qu'elle est forte, etc. Et moi, je tiens juste à préciser qu'elle l'aurait été, en fait, dans tous les cas, huis clos ou pas, si elle avait accepté l'argent des cagnottes, tu sais, de Nabila, etc. ou pas. Et même, peu importe ses comportements, les vêtements, son passé, enfin, en fait, peu importe, elle aurait été digne. Oui, parce que justement, elle fait mentir tous les clichés, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour la première fois, on peut pas chercher dans son passé, son attitude, sa vie sexuelle ou le statut de son agresseur. Et pour la première fois, on a des tas de vidéos qui prouvent les viols, plus les aveux de l'agresseur principal, donc son mari. Parce que oui, on crie toute l'année qu'on croit les victimes, mais dans les faits, c'est pas ça du tout. Et c'est horrible à dire, mais Gisèle Pelicot, c'est une victime à qui on ne peut rien reprocher, entre guillemets. Elle rentre dans le petit prisme de victime qu'on croit. Elle est mère, grand-mère, mariée depuis 40 ans, blanche, catholique. Elle vit une vie de famille normale, entre guillemets. Et tout ça... c'est ça qui va faire que ce procès va créer un précédent juridique et que les victimes pourront se baser sur cette affaire plus tard. Et la justice, elle a aucune excuse du coup pour ne pas faire son travail et pas condamner les criminels. Ouais, de manière vraiment ferme, quoi. Clairement, je suis d'accord avec toi. Qui va dire quoi en fait, pour le coup. Et tu vois, en parlant de justice qui doit faire son travail, il y a d'autres corps de métier qui auraient dû intervenir bien plus tôt dans cette affaire. On va en parler dans un instant. Vous le savez, vous nous écoutez cette année dans La Pluie et le Beau Temps, on vous donne nos green flags mais aussi nos red flags sur les sujets qu'on aborde. C'est parti.
Green flag. Red flag. Alors on commence par les red flags. Flo, ça concerne justement les corps de métier dont je parlais un instant. C'est ça, en fait il y a énormément de red flags dans cette affaire. C'est un red flag. Mais celui que je voulais mettre en avant, c'est l'errance médicale, parce qu'en fait on n'en a pas vraiment parlé, mais du coup Gisèle Pelicot, ça fait des années qu'elle passe des examens médicaux, parce qu'elle a des inflammations gynécologiques, beaucoup d'angoisse. Il y avait aussi elle perdait du poids. Et en fait personne s'est douté quoi que ce soit, et moi je trouve que c'est quand même dommage d'avoir beaucoup de symptômes comme ça qui peut-être n'ont rien à voir, mais quand tu les mets ensemble, il y a quelques questions qui peuvent mettre sur des pistes. Totalement d'accord. Et donc voilà, l'errance médicale qu'elle a subie, c'est mon red flag. Toi Leïla ? Moi, mon red flag dans cette histoire, c'est un peu le passage sous silence de toute la partie incestueuse de l'histoire, parce que Dominique Pelicot, il agressait aussi sa fille. Enfin, dans ses documents perso, on a retrouvé des images de sa fille et de sa belle-fille en train de dormir, inconsciente, en sous-vêtements, dans des positions assez suggestives, pardon. Et je rappelle aussi que l'inceste, c'est pas forcément l'acte aussi de violer son enfant ou quelqu'un de sa famille. C'est aussi le fait de s'approprier son corps ou son psychique et d'en faire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Okay. Donc je trouve que ça contribue un peu au piège on garde l'inceste sous silence et tout, de pas en parler dans cette histoire. Ok, moi mon gros red flag, c'est les sites internet finalement qui favorisent ces pratiques illicites et très graves. Ça peut aller de la pédopornographie au viol, à la prostitution jusqu'au meurtre carrément. Dans cette affaire, donc il s'agit du soi-disant site de rencontre coco.gg, et en fait ce site déjà à la base, il avait été mis en cause dans plus de 20 000 procédures judiciaires. Il a été fermé depuis une saisie judiciaire des serveurs du site, mais dans tous les cas on le sait, internet c'est un océan de danger et il existe plein de sites, je pense, qui reprennent le même fonctionnement, sans même parler du dark web qui est encore. Et j'ai l'impression que ce site-là, il ferme, le lendemain, t'en as un nouveau. C'est ça en fait. Enfin, en fait, il y a toujours un truc, quoi. C'est ça. Donc pour moi, ça c'est mon plus gros red flag. Vos green flags, les filles. Moi, c'est le choc que ça provoque chez certains hommes et la prise de conscience que positive ça, du coup. Ouais. Et moi, j'en ai parlé avec plein de potes et ils étaient en mode. Mais là, maintenant, je me rends compte que le danger, il est partout moi, je trouve pour les femmes. Qu'il évalue ça, mais après, tant mieux s'il y a une prise de conscience. Mais... Tant qu'elle arrive, moi, ça me va. Oui, ouais. Et toi, mais du coup, il a Flo, fallu une histoire de cette ampleur, quoi, tu vois. Moi, ça rejoint un peu, c'est ceux qui partagent, qui relaient des infos sur cette histoire, notamment sur les réseaux sociaux, mais juste à côté, il y a un petit red flag qui est que parfois, ils balancent du coup la liste en fait, des accusés avec leur nom, etc. Ouais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ça porte préjudice à la victime parce que eux s'en servent dans leur défense. Donc, faut faire gaffe à ça aussi, aux infos qu'on balance. Mais tu sais que ça a aussi porté préjudice du coup aux proches des accusés. Moi, c'est ça qui les enfants en fait se font agresser à l'école, etc. Parce que forcément on reconnaît le papa, et même, l'oncle. Je pense que à ce moment-là aussi, on va beaucoup vers les femmes. Et on est en mode, t'as vu ton mari, t'as vu ton mec. Et encore ça, on en parlait tout à l'heure, mais par exemple, celui qui a une femme enceinte, etc. Enfin, déjà que ça doit être tellement c'est elle, dur en fait, à gérer, tu la vois. victime, c'est ça. Ouais. Le truc qui tombe aussi dessus, c'est horrible. Ok. Et toi, du coup moi, c'est toute cette grosse vague de solidarité. Tu disais, samedi, il va y avoir des rassemblements, etc. Bon, la victime a refusé les cagnottes qui ont été créées pour elle, mais quand même, il y a eu ce truc. C'est un beau geste à la base. Moi, je trouve que le geste, il est très beau et chacun aide comme il pense pouvoir aider. Oui, c'est ça. Et si toi, c'est quelque chose qui t'aurait aidé, je trouve ça bien que tu te dises... Et c'est certain que ça aiderait certaines femmes aussi, tu vois, ce genre de geste. Donc voilà, pour moi, c'était la vague de solidarité. De toute façon, cette affaire va encore... de toute façon, on en a jusque décembre, quoi. Donc, jusqu'à décembre, je pense qu'il va y avoir tellement de rebondissements, etc. Donc voilà, on est revenu en début d'émission sur le procès en cours des viols de Mazan. Et si vous avez suivi nos explications, vous avez compris que l'histoire se souviendra de la combativité, de la force et surtout de la bravoure de Gisèle Pelicot, qui est la principale victime de cette affaire, qui a refusé le huis clos de manière à rendre publics les actes immondes de son ex-mari et de ses bourreaux. Alors comme on vous le dit depuis le début et depuis le retour de la pluie et le beau temps, il y a déjà 2 semaines, cette année on s'appuie sur des faits qui sont déroulés dans l'histoire, autrefois, jadis, hier. C'est la séquence hier et aujourd'hui, et on va justement s'intéresser à certains procès qui ont marqué l'histoire. Hier et aujourd'hui. Bon les filles, il y a 2 ans, une enquête IFOP menée par l'Observatoire B2V des mémoires a donné la liste des plus grands procès qui ont marqué les Français depuis 1945. Je vous laisse m'en citer 3.
Allez, une 13 chacune. novembre déjà. Ouais, C'est sûr. Nuremberg. ok. Et dans le monde entier En France. Les France qui ont marqué les Français. Ah. ou trop? Ok, toi tu dis 13 novembre. Ouais. Je vous ai donné, Ouais. je vous demande le top 3. Hein. Pour moi, c'est ça le top 3. 13 novembre, Nuremberg, je sais pas, Ok, ou trop. et toi? Bah, je te suis, allez. Hein. Prennent pas trop de risques. Bon alors, Florence, tu as raison. Les attentats du 13 novembre 2015 donc, fait partie de l'un des 3 C'est sûr. procès les plus marquants de l'histoire depuis 1945, suivi du procès des attentats de Charlie Hebdo Ouais. Ah, ok, ouais. et du procès de Michel Fourniret. Et je vous en Ok. mets un 4e, c'est le premier procès que j'ai vu moi en étant toute petite, parce que ma mère avait la cassette. Pour vous dire, ça date de 1987. J'étais pas née, hein, je peux pas le dire. Mais voilà, quand j'étais petite, on l'avait à la maison. C'est celui de Klaus Barbie Ah, qui a j'allais été. le dire. Oh, Klaus ok. Barbie, l'ancien nazi, qui a été jugé Ouais. pour crime contre l'humanité en C'est 87. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire que ce qui se passe dans les tribunaux est révélateur des obsessions de notre société. Forcément, Bah à chaque changement de régime politique, un grand procès. Donc pour cette partie, hier et aujourd'hui, on a voulu revenir sur des procès qui ont été décisifs pour le droit des femmes. Léla, t'as des exemples? Ouais, en France, du coup, on a le procès de Bobigny ou le procès de Michel Chevalier. Donc, c'était en 72 et ça a conduit à la légalisation de l'avortement. Oh. Et donc, dans les faits, c'est une mère qui a aidé sa fille de 16 ans à avorter clandestinement. Mais dans le fond, c'est le droit des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent qui se joue. Et c'est pour ça que Gisèle Halimi, l'avocate de l'accusé, va en profiter pour faire le procès de la loi qui interdit l'IVG en interrogeant les magistrats, qui étaient tous des hommes, sur le droit de disposer, le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Et du coup, pour un peu de contexte, on est quelques mois après la publication du manifeste des 343. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est ? Du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pétition dans laquelle 343 Françaises, dont des célébrités comme Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve ou Marguerite Duras, avouent avoir avorté illégalement. Et la légalisation de l'IVG, c'est déjà une vraie question de société à ce moment-là. Et c'est la relaxe de Michel Chevalier qui va pousser le législateur à la prendre au sérieux. Et en 1975, la loi Veil, elle viendra dépénaliser définitivement l'avortement en France. Il y a aussi le procès d'Aix-en-Provence, qu'on appelle aussi l'affaire Tonglet-Castello, en 78. Ouais, et ça, c'est donc dans les faits, c'est suite au viol et au passage à tabac donc d'Anne Tonglet et d'Araceli Castello, donc 2 jeunes femmes belges en couple en vacances à Marseille. Et il y avait eu donc un premier procès en 75, mais le tribunal il s'était déclaré incompétent. Et c'est que 3 ans plus tard, lors du procès aux assises, qu'on va vraiment rendre justice aux victimes. Elles sont défendues par la grande Gisèle Halimi dont on parlait tout à l'heure, qui après avoir milité pour la dépénalisation de l'IVG, la reconnaissance des tortures pendant la guerre d'Algérie, elle décide de faire de la reconnaissance du viol son combat. Ce que nous trouvons suspect et inadmissible, c'est que la campagne se fasse contre l'emprisonnement des violeurs. Elle ne se fait pas ailleurs. C'est un signe important, ça veut dire violer une femme, c'est pas grave au point qu'on mette des hommes en prison. En revanche, voler dans un drugstore ou faire un chèque sans provision, la prison, oui. Alors nous disons, si vous voulez supprimer la prison, pour tout le monde, comme système, nous signons des 2 mains. Mais si vous commencez à la supprimer uniquement quand il s'agit de viol, eh bien c'est une indication qui est grave et qui signifie que vous considérez que c'est une chose banale, anodine. C'est fou comme c'est encore d'actualité Mais tellement, aujourd'hui ce on qu'elle est dit. Enfin, ça aurait pu concentré, être là, enregistré carrément. hier, quoi. Et du coup, ça lui vaudra quand même d'être prise pour cible devant les tribunaux par des hommes, des gens pas contents qu'on n'ait pas le droit de violer les femmes. Et pareil, du coup, pour les victimes, dont on critiquera l'homosexualité, dont on remettra en doute le consentement. Et les violeurs, eux, seront condamnés à des peines de 4 à 6 ans d'emprisonnement, ce qui est rien aujourd'hui, mais qui est une grosse victoire à l'époque. Et ce procès, ça sera vraiment une tribune politique qui créera un précédent et qui sera une prise de conscience. Il faut changer la loi et ça se fera 2 ans plus tard quand le viol sera reconnu comme un crime et puni de 15 ans d'emprisonnement. Je me demande ce que ces procès auraient donné aujourd'hui, tu sais, à l'heure des réseaux sociaux. Bah ouais, ouais. complètement. Et du coup, moi, je trouve que c'est une bonne occasion de reparler du procès Depp Heard. Oula, ouais. Donc c'est Johnny Depp qui a accusé du coup Amber Heard de diffamation après qu'elle soit décrite du coup comme une victime de violence conjugale dans une tribune sans dire son nom en plus à lui. Contrairement à Gisèle Pellico, on en parlait tout à l'heure, Amber Heard c'était la parfaite victime imparfaite entre guillemets, rien que parce qu'elle était actrice
déjà, donc forcément c'était une menteuse apparemment, et elle était la cible d'une campagne de désinformation masculiniste qui a complètement discrédité son témoignage et plus généralement la libération de la parole des femmes. En fait, c'était bien plus que son procès, c'était vraiment le procès du féminisme. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui s'appelle La fabrique du mensonge qui en parle très bien. Et finalement, verdict, Amber Heard a été condamnée à verser à Johnny Depp 15 millions de dollars pour dommages et intérêts et lui 2 millions pour diffamation. Et en fait, c'est un verdict qui a envoyé un signal mais hyper négatif qui est qu'en fait, oser parler, c'est risquer un procès en diffamation. D'autant plus que ce procès, c'est pas une exception, c'est aussi ce qu'a fait Marilyn Manson quelques mois plus tard par exemple, donc il a fait un procès pour diffamation. Et ça questionne parce que tu te demandes c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur une femme complètement lambda après avoir vu qu'en fait parler, se défendre, tu peux être attaqué en diffamation et ça peut être d'autant plus dur quand t'as pas les moyens de payer d'éventuelles poursuites judiciaires. En tout cas, aujourd'hui plus que jamais, c'est essentiel, je pense, de questionner son rapport aux médias. Et à mes yeux, vu que là on fait un peu un parallèle entre hier et aujourd'hui, c'est vraiment une grosse différence le fait que la justice soit parfois mêlée aux réseaux sociaux. Est-ce que pour vous les réseaux ça aide ou au contraire ça dessert la justice? Là en l'occurrence je suis mitigée parce qu'il y a des fois où les réseaux ça va aider à mettre en lumière des vraies dingueries, tu vois, pour le coup. Sans les réseaux MeToo par exemple, tu vois, franchement, clairement, tu vois. Moi il y a ce truc sur les réseaux, il y a toute la publicité que ça fait dans le sens où on va pas taire ce que vous avez fait et on va en parler, machin. Et il y a tout ce truc de, malheureusement, c'est souvent les mauvaises personnes qui prennent aussi. Et comme tu disais, que ça soit utilisé comme défense par les agresseurs, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Moi, ça me révolte carrément. Parce que t'as même pas... Enfin, là, on parle d'une Amber Heard qui a payé 15 millions à un Johnny Depp. C'était un réseau masculiniste qui donnait des fausses informations, de la propagande. C'est chaud. Mais imagine, t'as pas les moyens. C'est chaud. C'est-à-dire que tu te retrouves même t'as pas les moyens ou même t'es juste victime et tu te retrouves à payer ton bourreau. C'est ouf. Et aussi c'est toi qui dois t'excuser auprès de te faire moquer, te faire critiquer. Enfin, ça doit être aussi très dur à vivre. En fait, j'ai osé parler et il y a plein de réactions qui sont de me discréditer. C'est horrible. Oui. Et donc, comme t'as dit, victime imparfaite, tu vois, genre belle femme. Et je pense que menteuse, t'as tendance à voir aussi sur les réseaux plus les mauvais, les critiques, les mauvais commentaires qui prennent beaucoup plus de place que ceux que le soutien. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est même comme ça que fonctionnent les réseaux et toute la presse à scandale, etc. En fait. Donc mitigé. Il y a du bon et du mauvais sur les réseaux sociaux de toute façon. Green et red flag. Les deux. Exactement. On vous parle de ces grands procès qui ont changé le monde. Alors si certains ont eu des conséquences positives sur le droit des femmes, malheureusement dans certains cas, il arrive que des procès n'aient même pas eu le temps de se dérouler par faute de prise en charge des victimes. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, le 10 septembre, on compte 98 féminicides par compagnon ou ex en France. Les féminicides, ça existe depuis toujours. Déjà, à l'époque, on brûlait les femmes qu'on accusait d'être des sorcières. Alors Florence, quand on entend ce chiffre juste pour cette année 2024, on se dit vraiment qu'il y a une protection et une justice insuffisante pour les éviter. Ah mais oui, clairement. Et justement, moi, je voulais revenir sur les procès d'hier qui n'ont pas eu lieu parce qu'on n'a pas pris en charge les victimes. Il y a de plus en plus de familles victimes de féminicides conjugaux qui du coup assignent l'État en justice pour fautes lourdes. On peut citer la famille de Sandra Plat, de Shahnez Daoud, de Nathalie Debailly, de Sofia Rudeshko ou encore de Hadji Rabé. Le truc c'est que souvent les victimes elles avaient déjà alerté mais à plusieurs reprises les services de police, que ce soit en demandant une protection ou même en déposant des plaintes, mais c'était pas suffisant pour eux. Les familles estiment que la mort de leurs proches aurait pu être évitée et en tout cas c'est une procédure qui est de plus en plus fréquente et moi franchement je les comprends, d'autant plus que ça permettra à ce que ça n'arrive plus. Pour rappel, en France, on estime que tous les 3 jours, une femme meurt tuée par son partenaire ou son ex. C'est juste énorme. Tout à l'heure, on parlait de Gisèle Pelicot, justement, et dans un article, j'ai lu cette phrase qui m'a retournée. Elle serait sûrement déjà morte l'année prochaine. Donc un peu le truc de heureusement qu'on la croit, parce qu'en fait, quand on croit pas les femmes, ça peut aller très très loin, quoi. Je te jure. Voilà. Mais tu sais que je rajoute à ça, c'est important de le dire, les féminicides, ça touche absolument tout le monde, tous les profils, toutes les classes sociales. Peut-être vous avez entendu parler de l'athlète kenyane Rebecca Cheptegei. Alors pour ceux qui savent pas, il y a seulement un mois, c'est fou parce que c'est il y a juste un mois, elle participait au marathon des JO de Paris et malheureusement il y a quelques jours, elle a succombé à ses blessures après avoir été brûlée par son compagnon qui l'avait brûlé même. Le message est fort. C'est je t'en parlais tout à l'heure, on disait ça sur les sorcières et sachant qu'il lui a versé de l'essence avant, il l'a aspergé d'essence, il l'a brûlée et elle est décédée juste après. Donc comme
comme je vous le disais et comme tu viens de le dire, brûler une femme, en fait, c'est pas du tout nouveau, quoi. C'est pas un crime nouveau. Ouais, et en parlant des athlètes des JO, n'oublions pas que parmi les athlètes paralympiques, il y en a qui sont des survivantes d'une tentative de féminicide. Oui. Et c'est à la suite de ça qu'elles sont devenues handicapées, tout simplement, comme Coralie Bergeron. Donc elle est joueuse de badminton. Elle a été amputée de sa jambe droite après que son ex-compagnon lui ait foncé dessus avec sa voiture. Il y a encore l'archère donc Tracy Otto. Donc elle a perdu l'usage de son œil gauche. Elle est paralysée des pieds à la poitrine après que son ex-mari lui ait sectionné la moelle épinière donc en la poignardant et en lui tirant dessus. Mais c'est affreux. C'est tellement... C'est tellement violent en fait, c'est tellement cru. C'est fou, les gens regardent les Paralympiques et tout sans connaître l'histoire finalement des athlètes. Ça m'a tellement choquée. Moi aussi, j'ai lu tout sur les réseaux sociaux le magazine Ancré qui a fait une slide et j'étais tellement choquée de me dire mais en fait on regarde ça et parfois on se demande pas et d'ailleurs à juste titre pourquoi ils sont nés avec, parce qu'on veut juste voir du sport et d'ailleurs c'est le sport qui les a sauvés mais quand tu regardes l'histoire derrière tu te dis mais... Mais le pire c'est qu'en plus elles communiquent sur ça toutes. Et que c'est un truc, mais je trouve que c'est un truc qui passe à la trappe, tu vois. Complètement. C'est vrai. Voilà. Cette année, on vous l'a dit, on est pleine de bienveillance. Alors prenez des notes parce qu'on va terminer cette première heure avec notre nouvelle séquence, nos recos sur le sujet du jour. Les recos de la pluie et le beau temps. Alors Flo, c'est quoi ta reco ? Alors moi, c'est un film qui s'appelle How to Have Sex de Molly. Je l'ai regardé avant-hier. C'est vrai ? Ouais. Oh, c'est fou, ok. T'as aimé ou pas ? Ça m'a mis très mal à l'aise. Je sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, mais j'ai c'est peut-être ressenti quelque chose qu'il faut avoir après avoir vu ça. Du coup, c'est de Molly Manning Walker. Donc du coup, c'est un film qui moi m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, on s'identifie, je trouve, très facilement à notamment l'actrice principale qui joue le rôle d'une lycéenne qui part en vacances avec ses copines et en fait, c'est pour fêter un peu la fin de sa scolarité. Donc elles vont, je crois, en Grèce. Et en fait, arrivées là-bas, elles testent leurs premières expériences, elles font beaucoup la fête, etc. Et ce qui est affreux, c'est que ça questionne la notion de consentement quand t'es dans des moments d'euphorie et de pression. Et donc, je pense que ça peut être hyper utile, et notamment pour les jeunes filles, parce que forcément, il y a des moments comme ça où... tu sais pas si c'est ton libre arbitre ou bien si tu fais ça parce qu'il faut ou si tu suis un peu là, c'est ça. Tu suis. Et je trouve qu'elle joue super bien. Il y a tout ce truc de des fois elle fait des choses tu sens qu'elle a pas envie de les faire, mais elle est obligée de se. Enfin, personne l'oblige dans les faits. Rentrer un peu dans le moule, mais voilà, elle se dit que ça sera la copine chiante si elle le fait pas, tu vois. Il y a tout ce truc de casser l'ambiance aussi. Puis d'être très jeune, très innocente finalement. Donc il y a aussi ce truc-là de... Il est disponible sur quoi ? Il est disponible sur quoi ? C'est Canal, non ? Moi, je l'ai regardé sur Canal. Moi aussi, je crois que j'ai vu sur Canal. Ok, How to Have Sex. Ouais. Leïla. Ouais. Moi, je recommande un épisode du podcast Transfert de Slate, du coup. Je l'ai écouté avant-hier. Celui-ci, on est trop connectés. Du coup, celui-là, il est sorti il y a quelques années. Et c'est sur l'affaire des viols de Mazan. Et du coup, c'est Coraline Darian, donc la fille de Gisèle et Dominique Pellicot, qui témoigne et qui raconte un peu la découverte des crimes de son père. Les viols sur sa mère, probablement sur 2 femmes dans les années 90. Oui. Les abus sur sa belle-sœur et sur elle-même. Et c'est dur à écouter, mais je trouve que c'est nécessaire et ça s'écoute très rapide. Enfin, tu vois pas le temps passer parce que c'est très prenant, je trouve. Alors, pour nos auditeurs qui peut-être viennent d'arriver en route, tu as dit là, ce podcast, cet épisode est sorti il y a quelques années parce qu'effectivement, l'affaire a éclaté en 2020. Ouais. Le procès, c'est aujourd'hui, mais ça fait déjà 4 ans que Caroline Darian parle, fait des interviews, etc. sur cette affaire. Elle a une asso, non ? Je sais pas, je sais qu'elle a un livre. Elle a écrit un livre. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était à la télé, justement, sur France 2, où elle parlait de cette affaire, sans savoir que ça allait prendre, que plus tard, il allait avoir ce procès en 2024, etc. Et quand j'ai vu, du coup, en septembre, là, le procès, je me suis dit, ah, mais oui, c'est cette affaire-là. Ça fait vraiment froid dans le dos. Ok, et merci. Du coup, toi, tu nous conseilles quoi ? Alors, je reste sur la thématique. Moi, je vais vous parler d'un film italien. C'est un film qui a connu un vrai succès l'année dernière, au point de détrôner carrément le film Barbie, avec près de 5 millions de spectateurs en Italie. En italien, c'est C'è ancora domani. Et en fait, ça veut dire il reste encore demain. Okay. Le titre est assez beau, mais en vrai, l'histoire, elle est assez dure. Donc, c'est un film de Paola Cortellesi. Et il est super touchant. Il est arrivé d'ailleurs au cinéma cette année. Et c'est justement une comédie dramatique sur les violences conjugales.
donc dans une Italie d'après-guerre où la violence était un peu limite un type d'éducation en fait. La Ça norme, se transmet, en fait, la norme, tu vois, qui se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Italie compte un féminicide toutes les 72 heures en moyenne. Donc ce film a relancé le débat justement autour des violences conjugales. Bah, donc je voilà, regarderai. il reste encore demain.